Bonsoir et bienvenue dans We Haïti Capable. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que les crises successives d'Haïti ont trop souvent repoussé au bas de la liste des priorités. Et pourtant, c'est peut-être le sujet le plus urgent de tous, parce que sans lui, aucune des autres priorités ne tient. Je me réfère à l'environnement. Voici quelques chiffres. Haïti est classé parmi les 5 pays les plus vulnérables aux aléas climatiques dans le monde, et cela selon l'indice mondial des risques climatiques. La couverture forestière du pays est estimée à 12,6% du territoire, contre 13,8% en l'an 2000. Chaque saison cyclonique, des mondes s'effondrent, des rivières sortent de leur lit, des quartiers entiers sont emportés. Ce n'est pas seulement une catastrophe naturelle. C'est le résultat d'une dégradation environnementale qui s'accélère depuis des décennies et que personne n'a encore réussi à inverser. Mais voici ce qu'on dit rarement. La dégradation environnementale en Haïti n'est pas seulement un problème écologique, c'est un problème de sécurité. L'érosion des sols dans les mornes crée des déplacements forcés. La saturation des ravines par les déchets aggrave les inondations dans les quartiers populaires. Le manque d'eau dans les zones agricoles pousse les jeunes vers la ville. Environnement, sécurité, économie, ces trois réalités sont liées d'une façon que la politique haïtienne n'a peut-être pas encore pleinement intégrée. Mon invité de ce soir a décidé de changer ça. Valérie Fils-Aimé est récemment nommé ministre de l'Environnement. Il a pris ses fonctions avec un document qui m'a frappé par sa précision et son ambition. Des axes stratégiques chiffrés, des résultats attendus, des délais. Pas un discours, mais un plan avec 10 000 emplois verts à créer, 500 hectares à reboiser, 120 agents environnementaux à déployer dans les communes. Un programme national d'assainissement, Combit Haïti zéro déchet, lancé le 18 mars 2026, et une vision qui relie l'environnement aux trois priorités du gouvernement: la sécurité, la relance économique et les élections. Ce soir, nous allons lui poser une question difficile. Comment est-ce qu'on construit une politique environnementale sérieuse dans un pays en crise, avec des institutions fragilisées, des ressources limitées et une urgence quotidienne qui souvent écrase le long terme? Monsieur le ministre, soyez le bienvenu dans We Haïti Capable. Merci de votre présence et ravi de commencer cette conversation avec vous. Merci Xavier Michaud pour cette invitation. C'est un plaisir d'être dans les studios de We Haïti Capable pour parler environnement et pour débattre des enjeux du secteur et aussi du plan que nous avons pour aborder ces défis par rapport à la conjoncture, par rapport aux ressources dont nous disposons et par rapport à tout ce dont on souhaite mener comme plaidoyer pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs de la vie nationale puissent comprendre, saisir ces enjeux et les embrasser et se les approprier. Parce que, comme on l'a dit, on le dit encore d'entrée de jeu, que l'environnement, c'est un secteur transversal, prioritaire et qui a une incidence, et je veux dire, sur la sécurité, sur la stabilité et aussi, comme le Premier ministre Alexis Fils-Aimé l'a dit, par rapport aux priorités gouvernementales pour créer les conditions d'apaisement, de relance économique pour aller vers les élections. Donc, commençons directement dans la thématique. On regarde l'environnement via peut-être un verre à moitié vide plutôt qu'un verre à moitié plein et plutôt dans une tendance de complexité, de dégradation. J'ai cité quelques éléments sur la situation forestière du pays et d'autres éléments de la dégradation. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez qu'avec votre plan, vous pouvez faire pour justement inverser ces courbes et poser les premières bases vers quelque chose qui soit plus soutenable et graduel vers cette récupération environnementale? Alors déjà, je dois dire que c'est vrai qu'on doit reconnaître l'ampleur du problème et qui est une combinaison d'un ensemble de facteurs et qui se sont cumulés pendant des années. C'est-à-dire, on parle par exemple d'un secteur qui n'a pas toujours eu
et les budgets, les ressources allouées et pour faire face aux défis. Vous disiez que vous avez 3% du budget national. Ouais, moins de 3% du budget national. On parle également d'un secteur par rapport au fait des insuffisances qu'on a, si on prend par exemple une politique nationale en termes d'urbanisation, et qui a un impact direct sur l'environnement, et une faiblesse, et je dirais institutionnelle, au niveau des autorités locales, et qui n'ont pas toujours eu les moyens adaptés et appropriés pour faire face à la fois aux pressions démographiques, pour faire face aux changements sociologiques qui s'opèrent dans les territoires. Et je pense que tous ces facteurs, effectivement, nous amènent aujourd'hui à un environnement qui fait face à une pression anthropique et anthropique très forte. Et aussi par rapport à la situation de précarité économique et qu'on a connue, les crises sécuritaires et sociales qui se sont succédées. Donc tout ça amplifie le problème que nous avons du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue climatique. Et puisque Haïti, même lorsque nous ne sommes pas parmi les plus grands pollueurs, mais vous l'avez dit dans votre introduction, nous comptons parmi les plus vulnérables. Yeah. Et ça rend effectivement les choses très difficiles et on a de quoi peindre un tableau très sombre. Mais également, je veux rassurer pour dire que il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Et c'est important de le dire. Voilà, et c'est important de le dire. Et que ce soit au niveau institutionnel, au niveau de l'État, que ce soit par rapport aux partenaires comme le PNUD et les autres agences qui interviennent dans les secteurs, ou encore que ce soit en termes de mobilisation de la société civile. Et il y a eu beaucoup d'initiatives porteuses d'espoir et qui ont donné aussi des résultats concrets. Et à ce titre, je veux rappeler comme progrès le fait qu'on soit aujourd'hui sur un plateau à parler d'environnement. Je vous en remercie. Ça traduit une certaine évolution des mentalités et une certaine évolution quant à la position, encore la place que le secteur, l'environnement commence à occuper dans les débats publics. Il y a eu aussi des progrès qui sont faits en matière de médiatisation, la place du secteur dans les médias, beaucoup plus d'émissions et thématiques. Et en ce sens, beaucoup plus de journalistes qui parlent de ce domaine, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'initiatives au niveau des communautés. Et pas plus tard que ce matin, j'ai eu une rencontre avec un responsable d'organismes privés. Et le souci, c'était comment accompagner le ministère de l'Environnement dans les écoles pour intensifier la campagne d'éducation à l'environnement en milieu scolaire. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'on ne pouvait pas imaginer 15-20 ans en arrière et qui aujourd'hui commencent à devenir, et je dirais, un réflexe chez beaucoup d'acteurs et qui pensent le développement durable en Haïti. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Quoique, on peut dire qu'il y a obligation, il y a urgence à aller plus vite par rapport à un monde qui bouge, par rapport à une société qui fait face à qui a beaucoup d'exigences, où il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires et une situation qui ne demande pas moins que d'être accompagnée et que d'être soutenue à la fois sur le plan sécuritaire et de l'humanitaire aussi. Et l'environnement se trouve au cœur de toutes ces préoccupations. Et c'est pour cette raison que dès l'entreprise de fonction, on s'attelle à ce que on fasse comprendre. Et que ce soit au niveau des partenaires que nous rencontrons, mais aussi lors des réunions qu'on a l'occasion d'avoir avec notre hiérarchie au niveau du gouvernement. Et heureusement qu'on peut compter sur la compréhension du Premier ministre qui a décidé effectivement de placer l'environnement au cœur des priorités gouvernementales et aussi par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. Donc nous avons compris qu'il fallait articuler et toute cette stratégie-là pour répondre aux défis du moment. Je vais naturellement discuter sur le plan stratégique que vous avez présenté, sur certains éléments, et je pense que justement mettre l'accent sur ce qui se fait, ce qui peut se faire. Donc parlons un peu de ce verre qui est en train de se remplir, plutôt de constater simplement ce qui est à moitié vide, comme je le disais avant. Vous faites
une constatation qui est rare dans un document. Et vous faites une association entre insécurité et environnement, qui est un thème fondamental. Et on sait tous que l'érosion crée des déplacements. Les inondations sont provoquées, entre autres, par les déchets qui s'accumulent provenant des pluies diluviennes et que la population, pour lesquelles elle profite pour évacuer ces déchets. On sait qu'il y a d'autres méfaits, justement, qui sont associés à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une conscience des preneurs de décision, qu'ils soient politiques, privés, société civile, de cette relation intrinsèque et qui est malheureusement nocive, où on voit encore des thèmes sécuritaires d'une façon séparée par rapport à l'environnement? On commence à avoir cette conscience nationale. C'est une bonne chose. Et pour vraiment comprendre que on ne peut pas détacher l'environnement et des aspects sécuritaires. Et lorsqu'on parle de stabilité aussi, on doit tenir compte de l'environnement. Et comme vous l'avez dit, moi qui suis originaire des Gonaïves, et j'ai plein d'exemples pour illustrer et l'impact qu'un environnement dégradé puisse avoir. Et c'est-à-dire pour avoir vécu le cyclone Jeanne en 2004, et j'ai vu par exemple bon nombre de familles qui ont été décapitalisées par les impacts de ce cyclone, et des familles qui ont perdu leurs entreprises et qui ont perdu leurs maisons du fait des inondations. Et ça, non seulement a provoqué une décapitalisation financière, et ça a ralenti aussi la croissance économique au niveau de la ville. Et je peux dire que jusqu'à présent, nous n'en est toujours pas remise, puisque 4 ans plus tard, en 2008, on a dû faire face également à un autre cyclone d'une très grande intensité. Et il y a eu aussi ce mouvement de population à l'intérieur du pays qui s'en est suivi. Donc, on peut voir déjà l'impact qu'un environnement dégradé puisse avoir, et lorsqu'on parle de sécurité, de stabilité ou encore de cohésion des territoires. Et tout récemment, j'étais dans le Nord, et dans le cadre d'une délégation interministérielle, et pour répondre justement à des préoccupations au niveau de la population qui faisait face de manière ponctuelle à des inondations provoquées par des pluies diluviennes et pendant une semaine sur la ville du Cap-Haïtien. Et le résultat, c'est qu'on a eu des routes qui ont été coupées et une population qui a eu une colère grandissante et qu'on peut comprendre. Dans une telle configuration, donc on a autant de raisons aujourd'hui pour mener ce plaidoyer, pour faire comprendre effectivement que l'environnement ne peut pas être traité comme un secteur et séparé. Et ça doit être vu comme un secteur transversal en lien direct avec tout ce qui se rapporte à la question de la sécurité, de la stabilité et du développement durable, et certainement pour créer les conditions d'apaisement pour aller vers les élections, comme on l'a dit. Et aujourd'hui, c'est ce constat qu'on a fait, mais c'est ce plaidoyer et qu'on veut mener et qu'on continue à mener. Oui, vous l'avez bien dit, vous avez ajouté des variables à la sécurité, développement, économie, et ce sont des éléments qui sont totalement connectés. Yeah. Et l'un va sans l'autre. D'où ma question. On voit souvent l'environnement comme un investissement à perte, que l'argent public va, et puis il n'y a pas de retour. Pourtant, certains pays, je dis le premier qui me vient à l'esprit, je parle de Costa Rica, on a fait un vecteur de développement d'un revenu important sur la préservation de son écosystème, de sa biodiversité et l'associant au tourisme. Donc c'est un facteur inhérent au développement économique du pays. Haïti n'aurait rien à envier si les bonnes décisions étaient prises. Comment on peut retourner la donne justement pour que l'environnement soit un facteur qui soit un élément qui contribue à le développement économique et soit perçu comme un élément rapporteur de revenus si bien géré? C'est pourquoi justement qu'il faut faire passer et qu'il faut promouvoir ce changement de paradigme en termes d'approche. Et pour faire comprendre effectivement que l'environnement, et oui, il faut protéger l'environnement, mais ça a aussi des répercussions économiques, ça a aussi des répercussions, je dirais, et des dividendes politiques, et si on veut parler comme ça. En termes de relance économique, par exemple, disons qu'on veut, ça permet de mettre des gens au travail et d'avoir toute une économie circulaire autour. Et si on prend les travaux de correction de ravines qui doivent se faire, les travaux de berges qu'on doit avoir, par exemple, ça met des gens au travail. Donc, non seulement on protège l'environnement, mais ça permet aussi de créer des activités économiques autour d'une communauté. Et prenons compte de la reforestation aussi.
Donc, il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais si on a la bonne stratégie, non seulement pour faciliter cette appropriation communautaire, mais ça aussi, ça peut avoir un impact direct en termes de forêts énergétiques qu'on peut avoir, en termes d'arbres forestiers, d'arbres fruitiers qu'on peut avoir, qui peuvent avoir un impact direct dans les poches des gens par rapport à la façon dont on va pouvoir, en même temps, protéger nos sols, conserver nos sols, mais également faire profiter, faire vivre des familles à partir de ces activités-là. Si on prend, par exemple, la biodiversité marine, si on prend nos côtes, on a un pays qui est, 9 départements sur 10 est connecté par la mer. C'est le pays dans la Caraïbe qui a le plus de côtes disponibles. Mais ça, c'est une richesse en termes de pêche durable, en termes de tout ensemble d'activités qu'on peut faire autour de la mer, et des activités de transport maritime, et le nombre de familles qui peuvent vivre de ça, et la restauration et par les mangroves. Donc tout ça, ce sont des instruments, je dirais, qui peuvent aider à renforcer non seulement la résilience environnementale, mais aussi réduire sur la vulnérabilité des populations. On peut prendre un tas d'exemples. Si on prend la question des déchets. Prenons-les. Donnez-nous quelques exemples. Si on prend la question des déchets, par exemple, et le fait de mieux organiser le circuit des collectes, de mieux organiser le tri des déchets. Donc, pour aller vers le recyclage, par exemple. C'est une source de revenus. C'est une source de revenus pour les gens. Donc, ça veut dire, on peut avoir il y a eu ça autrefois. Jusqu'en 2018, on a eu des entreprises à Port-au-Prince, par exemple, qui recyclaient le plastique. On a eu des milliers de gens éparpillés dans les rues qui collectaient les bouteilles en plastique et qui allaient revendre ça dans des entreprises. Et donc, c'était un circuit économique. C'est un circuit économique. Et en 2018, ce secteur-là, en termes d'exploitation, ça pesait jusqu'à 30 millions de dollars. Jusqu'en 2018. Donc, avec 4 ou 5 entreprises qui se donnaient dans le recyclage. Et c'était que dans la capitale? Que dans la capitale. Et donc, que faut-il? C'est voilà. la sécurité? Il faut revenir à la sécurité pour reprendre ça? Il y a eu d'autres paramètres qui ont affecté ce secteur. Par exemple, la COVID, et qui a ralenti le transport maritime et qui a changé bon nombre de choses. Ensuite, il y a eu toutes les questions géopolitiques qui en ont suivi. Qui s'en sont suivis. Donc, ça a combiné à nos facteurs internes et qu'on a parlé en termes de sécurité et autres, ça a contribué à détruire certains emplois et autres. Mais c'est déjà pour dire que si on retourne seulement en arrière de moins que 10 ans, donc on peut voir concrètement comment, et en agissant sur l'environnement, on peut créer des emplois, on peut générer des revenus, on peut générer de l'activité économique et transformer le paysage que nous avons. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus qu'une urgence à changer de paradigme et à voir l'environnement comme un secteur porteur, comme un secteur d'opportunité. Et il y a plein d'instruments aujourd'hui sur lesquels on peut capitaliser en ce sens. Donc, parlons d'exemples précis. En lisant votre plan, vous avez lancé le programme Combit Haïti Zéro Déchet. Vous êtes en train de déployer 120 animateurs environnementaux dans les communes, en dehors de la capitale. Et il y a une série d'investissements que vous êtes en train de prioriser. S'il y avait une initiative, ou quelques-unes, que vous priorisez, qui ont justement cette corrélation, on protège, on sauvegarde l'environnement, mais on développe l'économie, on crée des emplois, et peut-être on redécouvre certains potentiels économiques qui étaient perdus. Les déchets. Comme celui, les déchets. Les déchets. Que faut-il faire alors? C'est justement l'idée de Combit Haïti Zéro Déchet qu'on a lancé le 18 mars dernier. Déjà, ça répond à une double vocation. La première, c'est d'assainir les rues. Donc, on a compris que au point où nous en sommes, il faut faire quelque chose de manière ponctuelle. Donc, déjà, enlever le plus possible les déchets qu'on peut. Bien sûr. Donc là, on se dit qu'on est à moins de 13% de collecte au niveau national. Donc l'objectif, c'est d'arriver à intensifier pour au moins doubler ce chiffre. Donc même si on ne va pas enlever d'un coup, mais au moins si on peut doubler et l'effort et les résultats qu'on peut attendre en ce sens, ça va faire une grande différence. Donc il y a ce premier volet avec les Combit Haïti Zéro Déchet en termes d'assainissement urbain. Et le deuxième volet aussi, c'est maintenant sur la capitale, sur la capitale. Déjà, on s'est fixé trois régions prioritaires: la région métropolitaine de Port-au-Prince et la commune du Cap-Haïtien et la ville de Ouanamet, et qui a une zone frontalière et dans le nord-est et qui fait face aussi à une de forte pression en termes de salubrité publique.
Donc, du coup, on s'est dit comment et mutualiser les ressources dont on a à notre disposition avec les municipalités et le SNGRS, qui est le Service national de gestion des résidus solides, qui est le bras opérationnel du ministère de l'Environnement. Comment on peut avoir toute cette synergie avec les collecteurs privés, les entreprises privées qui sont déjà dans le secteur, pour voir comment, je dis déjà, et de manière concrète, doubler et ce taux de collecte. Maintenant, après, ça demande aussi une meilleure organisation des circuits de collecte. Parce que là, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des points focaux partout, un peu partout dans la capitale, par exemple, où les gens déchets et déversent les déchets dans les rues. Ça, progressivement, il faut commencer à non seulement habituer les gens à d'autres pratiques, mais de notre côté, à avoir une collecte plus régulière. Est-ce que cette pratique inclut payer pour le service des ordures? C'est pratique parce que là, on commence à avoir des résultats. Si vous voyez au niveau de Delma 60 à l'entrée de Musso, on a commencé à éliminer un point focal. Et au niveau de Delma 83, par exemple, on a éliminé un autre point focal. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Donc, lorsqu'on enlève, on place des agents pour surveiller, pour faire cette vigie. Et en même temps, on embellit l'espace pour donner une autre vie à cet espace. Donc, c'est pour ça qu'on commence à avoir des graffitis dans les murs, à avoir des messages de sensibilisation dans les murs. Donc, on commence à avoir cette pratique. C'est la même chose qu'on essaie de faire au niveau du littoral du Cap-Haïtien. Donc, on commence à travailler sur le littoral et on se dit sur l'axe sortant de l'aéroport. Et j'ai vu qu'il y a des efforts voilà, importants. L'ornière sur le boulevard, on se dit, il faut nettoyer. Maintenant, lorsqu'on va nettoyer, il faut prendre des dispositions pour qu'on ne commence pas de la même façon après. Donc, l'idée, c'est de donner une autre vie à cet espace. C'est-à-dire, par exemple, et c'est une zone qu'on appelle non-cocoyer. Donc, comment on va faire pour reprendre et toute une plantation de cocotiers sur tout le bord. Donc, comment est-ce qu'on va... Donc, on est dans cette dynamique d'enlever, d'assainissement, mais après, pour aller vers des choses durables. Aller vers le durable, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que déjà, on renforce les collectivités territoriales. Donc, puisqu'il y a les mairies, il y a les voiries municipales qui doivent aujourd'hui être renforcées. Renforcées en termes de capacité opérationnelle, avoir plus d'équipements, avoir plus de personnes formées et à même de porter cette politique. Vers le durable aussi, ça demande une meilleure organisation avec le privé. Parce qu'on a compris que l'État ne pourra pas tout faire seul. Maintenant, il y a des entreprises privées formelles. Donc, comment est-ce qu'on peut les associer dans ce processus? Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a ouvert récemment un registre pour les collecteurs privés, pour leur demander de se rapporter, qu'on ait les informations. Et quel est le business model pour eux? Comment ils génèrent un revenu? Et là, il y a le business model pour eux, c'est ils vont chez les particuliers ou les entreprises et ils leur proposent un abonnement. Donc, on revient à payer ce... Voilà, et ils leur proposent un abonnement et ces entreprises, mais les particuliers paient un forfait mensuel. Et eux, ils passent soit une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça dépend, pour collecter. Ça donne des résultats. C'est à très bien d'égards, ça fonctionne. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui puisse s'étendre à un plus grand niveau? Donc, il y a un effort à faire en ce sens et on a commencé à les répertorier. Donc là, on a ouvert un registre avec le SNGRS pour les inviter à se rapporter. Et maintenant, on va être dans la phase pour travailler avec eux autour de solutions pratiques qu'on peut avoir avec eux. Donc, il y a les collecteurs privés qui sont au niveau formel, les grandes entreprises, même si je ne vais pas les citer. Mais il y a aussi plein d'initiatives personnelles, des micro-entreprises qui ont été créées récemment. Vous pouvez voir des gens avec des tricycles qui passent dans des quartiers pour collecter aussi. Ce qu'on appelle chez nous les collecteurs informels, privés. Donc là aussi, il faut les recenser. Parce que là, avec eux, on a beaucoup de problèmes. Parce que du fait du problème des décharges, eux, ils vont prendre quand ils récupèrent, ils vont jeter dans des points focaux. Donc là, le travail à faire, c'est déjà les identifier et les mettre dans un processus d'organisation pour leur donner une identification etc. Mais les former aussi pour leur faire comprendre, les sensibiliser, pour leur faire comprendre qu'ils ne veulent pas jeter aussi n'importe où dans les rues. Maintenant, après, pour nous autres, et là, c'est l'un des plus grands défis que nous avons dans le cadre de Combit Haïti Zéro Déchet, c'est d'avoir des sites de transfert temporaire pour les décharges. Parce que là, dans la capitale, on n'a que Tweetier. Et Tweetier n'est pas toujours accessible du fait des situations sécuritaires qui se posent. Maintenant, là aussi, on est en train d'identifier, est-ce qu'on peut avoir ici et là des sites de transfert temporaires
où on peut avoir une meilleure coordination avec ces collecteurs privés. Donc, ce sont des centres de transit et de filtrage avant de les envoyer dans un site final. Voilà. Okay. Donc là, on est en train de travailler sur ce niveau avec les autorités locales, les municipalités pour identifier des espaces qui puissent recevoir ça. Et maintenant, après, à nous autres, d'un point de vue technique, pour prendre les dispositions pour continuer à protéger l'environnement, éviter les filtrations dans le sous-sol, etc., pour ne pas causer plus de problèmes aussi à ce niveau. Donc, il y a ce travail qui est en train d'être fait et pour aller vers quelque chose de plus durable. Mais on a compris, dans le durable, il faudrait quand même avoir d'autres sites de décharge à Port-au-Prince. Et il faudrait aussi penser, même si c'est pas dans la conjoncture actuelle, mais pour les gouvernements à venir, à moderniser le site de Tweetier. Donc, avoir un site de modernisation et de valorisation des déchets. Parce que là, on a plein de choses qu'on peut faire. On peut recycler le plastique, on peut recycler le fer, on peut recycler l'aluminium, on peut recycler les composantes organiques et les transformer en biocarburant. Et tout ça, c'est une source de revenus. Et tout ça, ce sont des sources de revenus et qui peuvent profiter à bon nombre de familles et à bon nombre d'entreprises. Donc, ça, c'est le plan, c'est les bases qu'on souhaite jeter avec Combit Haïti Zéro Déchet. Donc, là, sur le nord, on a déjà le centre le site qui est en train d'être construit avec un projet avec la BID au niveau de Mouchinette, tout près de Limonade, qui inclut 3 municipalités, et Cap-Haïtien, Limonade et Cantimouret. Ça part dans cette direction. Déjà avoir ce site d'enfouissement et de réception et des déchets de manière temporaire, mais vers le moyen terme et le long terme, d'être un centre de valorisation des déchets. Il y a aussi un projet qu'on a fait avec le PNUD du côté du Moncas et aux environs de Fort-Liberté. L'alternative et l'idéal, c'est d'arriver par là aussi. Donc, c'est pour vous dire que Combit Haïti Zéro Déchet, c'est, je dirais, mettre déjà les bases pour avoir une vraie politique nationale de gestion des déchets et qui ne voit pas les déchets comme déchets, mais qui les voit comme richesse, comme source de revenus, comme opportunité. Et dans le contexte actuel, on a compris aussi qu'avec une activité pareille en termes de gestion des déchets, ça peut permettre de mettre des gens au travail, ce qu'on appelle les emplois à haute intensité, et ça permet aussi d'améliorer le cadre de vie. Et si on améliore le cadre de vie, on assainit les rues, et on a des gens qui, quand même, on peut s'organiser pour avoir un minimum de revenus, donc on peut comprendre que directement, ça a une incidence sur les conditions de stabilité, sur une condition d'apaisement, et ça peut être plus profitable au pays pour avoir des élections qui sont tenues par rapport aux engagements qui sont pris au niveau du gouvernement. Oui, et comme vous l'avez dit, vous faites la corrélation avec ces variables sécuritaires, entrepreneuriales et développement international. Absolument. Deux thèmes m'ont attiré l'attention dans votre programme. Les 120 agents communaux pour les thèmes environnementaux, et pourriez-vous nous les situer dans un cadre plus ample, justement, d'impact ou peut-être d'un effet général, et les 500 hectares de reboisement. Avant tout, où est-ce que vous les faites? Je suppose qu'il y a des sites que vous avez identifiés, et il y aurait une finalité. Absolument. Alors, prenons les 120 agents communaux qu'on s'est donné comme cible à atteindre. Et ça part d'une réflexion qui a déjà été entretenue au niveau du ministère de l'Environnement, à savoir d'avoir des bureaux de gestion communale environnementale, les BCGE, des bureaux communaux de gestion environnementale, pour déconcentrer les directions départementales et être au plus proche de la population. Donc, de ce fait, c'est comment avoir des services écosystémiques qui sont beaucoup plus accessibles à la population, d'être plus présents sur le terrain. Donc là encore, on rejoint l'idée de cohésion des territoires, d'occupation de l'espace, etc. Et je dirais d'affermissement de la présence et de l'État et sur ces territoires. Donc l'idée d'avoir une direction centrale à Port-au-Prince, des directions départementales qui sont très souvent dans les grandes villes, dans les arrondissements. Maintenant, c'est d'avoir des services qui sont qui vont au plus proche de la communauté, de la situation, donc dans les sections communales. Donc là, c'est l'idée d'avoir 120 agents environnementaux, pratiquement pour commencer sur le même modèle qu'on a avec le ministère de l'Agriculture, avec les BAC, les bureaux agricoles communaux. Donc c'est pratiquement ce même modèle, mais avec cette particularité d'avoir des spécialités différentes et en termes de communication sociale, des gens qui ont une compréhension de l'économie circulaire, par exemple, des gens qui sont bien entendu formés aux thématiques environnementales, qui peuvent être des agents de sensibilisation, des porteurs de projets, des animateurs et sociaux. Donc,
qui puisse faire ce travail-là dans ton pôle, qui est de faire comprendre l'environnement d'une autre manière, d'avoir cette autre approche différente. Donc là encore, le focus demeure la région métropolitaine pour avoir cette expérience pilote. Parce que là, on a compris aussi que si on arrive à mettre plus de gens au travail, si on arrive à sensibiliser plus de gens, donc ça peut diminuer des risques que nous avons en matière de sécurité aussi et d'autres types de problèmes qu'on peut avoir par rapport à une jeunesse qui très souvent est sans emploi, etc. Donc ça aussi, ça répond à ce facteur. Mais aussi, il y a on compte faire une pilote aussi dans le sud où on a une concentration de projets qui avaient déjà dans leur programmation des idées similaires. Donc, lorsqu'on a fait la table sectorielle avec les partenaires techniques et financiers, on a pu identifier un ensemble de projets qui se font dans certaines régions et qui avaient vocation d'avoir des facilitateurs, des sensibilisateurs, des agents mobilisés, des mobilisateurs du terrain. Donc, l'idée maintenant, c'est de regrouper toutes ces initiatives autour d'une seule vision, qui est maintenant de donner aux directions départementales des ressources humaines adéquates qui peuvent être soutenues financièrement pendant un certain temps et qui sont formées en adéquation par rapport à la vision qu'on porte et qui peuvent maintenant se déployer dans certaines sections communales sous le format qu'on a identifié qui va être d'avoir des bureaux communaux de gestion environnementale. Donc les 120 agents là qu'on se donne comme cible à atteindre, donc c'est dans cet objectif, dans cette optique qu'on le veut. Maintenant, ça, j'espère, de manière optimiste, qu'on pourra doubler ce chiffre. Mais pour rester réaliste, ça c'est le minimum qu'on se donne. Et de la même manière, les 500 hectares de terre qu'on s'est dit, c'est très peu. Et donc c'est très peu. Les 500 et je dirais restaurer ou avoir des activités de reforestation sur 500 hectares. L'idée, c'est encore une fois, c'est comme le Combit Haïti zéro déchet. C'est de poser des bases pour une autre approche. Une approche beaucoup plus innovante, une approche beaucoup plus durable, qui puisse partir de l'existant, mais aussi de ce qu'on a connu comme expérience. Donc, c'est l'idée d'avoir ces initiatives à petite échelle et qui puissent servir d'exemple pour le futur. Les 500 hectares, et comment on va procéder, par exemple, il y a peut-être 3 semaines, j'ai demandé à des partenaires techniques et la direction des forêts et des énergies renouvelables du ministère de l'Environnement d'élaborer une stratégie nationale de reforestation, par exemple. Et la stratégie nationale de reforestation, c'est justement, à partir de là, on va voir comment on aboutit à ces 500 hectares à restaurer. L'idée est simple. Pas besoin de faire des études additionnelles. Il y a plein d'études qui ont été faites en ce sens. Plein d'initiatives. Les études ne manquent pas, on le sait toujours. Voilà, qui ont été faites dans ce sens. Mais on peut capitaliser sur ces expériences. On peut apprendre, on peut tirer les recommandations. Une stratégie nationale de reforestation, ça répond à quoi? Quelles sont les zones prioritaires? Et quel type d'espèces pour ces zones prioritaires? Comment articuler ça pour que, en même temps qu'on protège, qu'on restaure, mais ça génère des revenus? Et si ça doit générer des revenus, donc la population locale va se l'approprier. Donc c'est tout ce qu'on demande. Des zones prioritaires, des espèces, en fonction de ces zones, comment on reboise, comment on fait cette reforestation, quelle méthode on utilise, on priorise, et comment on suit aussi l'évolution. Donc il y a aujourd'hui, heureusement, grâce à la technologie, plein de façons qu'on peut suivre, qu'on peut géoréférencer, géolocaliser. Donc, c'est comment utiliser toutes ces approches innovantes et toutes les avancées technologiques qui existent déjà pour faire, à partir de ce petit modèle, un modèle réplicable et qui puisse servir pour le futur. Mais comme je l'ai dit, une stratégie qui est unique, qui est embrassée par l'ensemble des partenaires. Parce qu'on a eu, dans le passé, malheureusement, si on essaie de capitaliser, des approches différentes par divers acteurs qui interviennent sur le terrain en termes de reforestation. Et très souvent, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, mettons ensemble les partenaires qui interviennent dans le secteur, mettons ensemble la direction des forêts qui donne le leadership, qui donne le tempo. Et maintenant, ayons tout le monde autour et on sait maintenant, on va mettre le focus. Si c'est dans le nord, on va mettre le focus. Si c'est dans le sud, etc. Donc, voilà. Donc, cette stratégie a été commandée et là on attend je pense que d'ici la première semaine du mois de juin on va avoir le rapport qui est produit et comme ça maintenant la prochaine étape c'est d'avoir avec l'ensemble des acteurs et la vulgarisation de cette stratégie
et la validation des stratégies pour pouvoir enclencher le processus. Et puisque ça aussi, ça fait partie de notre axe stratégique. Et l'un de nos axes stratégiques, c'est la reforestation communautaire. Et par là, l'idée est simple, c'est comment favoriser cette appropriation locale et comment J'allais arriver ça, parce que ça, c'est la durabilité dont on parle. Et comment faire que les gens en prennent conscience, mais tirent un profit quelconque. Et pour nous, c'est si on revient pas au charbon. Voilà. Et si on arrive à faire ça, et on peut faire une grande différence. Donc, je restais sur ce thème de l'appropriation et compréhension de la population, que c'est un actif qu'il faut protéger et qui peut générer des sources de revenus. Voilà. Protéger une forêt et l'exploiter, c'est une source de revenus. Mais avant ça, je veux revenir aussi au point de l'innovation. Vous parliez d'innovation, qu'on peut géolocaliser l'endroit, l'emplacement exact où on plante la graine. Voilà. Et aujourd'hui, on peut prendre des drones, faire la géolocalisation, faire tout le mapping, et ensuite tirer littéralement, avec beaucoup de précision, la graine, et faire de la reforestation à partir de drones. Voilà. Mais on en revient au thème fondamental qui est la durabilité. Et là, je voudrais bien en parler un peu plus de la compréhension de la population, que c'est un actif sur lequel il faut préserver et monétiser justement avec une propre exploitation. Voilà, et ça, je pense que c'est la sécurisation de cet investissement qui ne part pas en vain quelques années plus tard. Et c'est un aspect fondamental. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? C'est un aspect fondamental parce que quand on regarde très souvent, la plupart du temps, les pressions qui se font sur les ressources, ils se font par rapport à la précarité des gens, au besoin à la nécessité de subvenir à certains besoins primaires. Donc le besoin d'avoir une énergie pour la cuisson, pour les entreprises, etc. Maintenant, si on peut avoir l'idée c'est de mettre la population déjà dans le processus, au cœur du processus dès le début. Donc, et il y a aussi, de manière transversale, les activités d'éducation et de sensibilisation à mener en même temps. Donc, pour faciliter cette appropriation. Mais de protection, mais aussi des modèles de négoce, d'exploitation forestière? Forestière. Okay. Et en même temps, c'est pour ça aussi qu'on a lancé récemment le PAEC, qui est le programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes. C'est d'avoir une stratégie nationale qui dit, voilà où on veut aller, voici les cibles, voici les zones prioritaires, les espèces pour telle ou telle zone. Mais il y a un ensemble de ce travail, une partie de ce travail qui est fait directement par les organisations locales, qui sont portées par les gens. Qui sont portées par les gens. Donc là, ils peuvent témoigner de leur investissement et ils ont contribué et c'est plus facile d'être conscientisé, sensibilisé et de préserver cet actif. Donc déjà, et ça nous permet d'enchaîner sur le PAEC, qui est en réalité une initiative qu'on a lancée récemment pour appuyer l'ensemble de ces décisions. Donc, c'est pourquoi le PAEC, le programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes, ça vise les organisations écologiques de la société civile et particulièrement dans les communes. L'idée, c'est on les oriente vers la valorisation des déchets, on les oriente vers la reforestation communautaire, on les oriente vers la gestion des ressources naturelles pour trouver des solutions durables. Et l'idée, c'est, à partir de ces trois objectifs qui sont fixés dans notre plan stratégique, mais maintenant, c'est de les pousser à définir de par eux-mêmes des solutions locales, adaptées, en fonction de la vision qu'on porte, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a donnés. Donc, maintenant, avoir autant d'organisations, autant de parties prenantes à s'impliquer dans ce processus directement à côté du ministère et des autres partenaires, donc on fait le pari qu'on va avoir cette appropriation locale en ce sens. Donc, c'est la stratégie qu'on compte mener. Et l'idée d'avoir 500 hectares de terre restaurés de cette façon-là, eh bien, on souhaite jeter les bases pour un modèle réplicable et qui soit durable et facilement aussi monitorer, et qu'on peut facilement mieux monitorer pour suivre et avancer. Oui, on peut dire que c'est un modèle intégré, ou intégral, pardon, si je me corrige. Un thème important que j'ai vu aussi dans votre plan, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Mais vous identifiez aussi des sources de revenus. Et je vois que vous profitez de la vulnérabilité environnementale du pays pour accéder à des mécanismes innovants, peut-être pas innovants, mais innovants de toute façon, comme les crédits carbone. Vous êtes aussi en train de faire un plaidoyer pour que l'enveloppe budgétaire allouée au ministère soit plus grande. Je suppose qu'il y a d'autres mécanismes que vous êtes en train de mettre en place, d'où une conscience que, naturellement, tous ces efforts requièrent des investissements.
quel est votre plaidoyer via différents mécanismes pour justement augmenter l'enveloppe et donner une couverture beaucoup plus ample des actions que vous menez? Justement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, tout ce dont on est en train de parler là ne saurait être possible s'il n'y a pas les ressources financières et appropriées pour cela. Et là, ce qu'on a fait, déjà, la première chose, c'est de donner le signal à partir de l'État. Donc là, on va avoir un budget rectificatif et qui arrive très bientôt. Donc, on fait le plaidoyer pour augmenter notre enveloppe budgétaire. Là, on est à moins de 2,53% du budget. Donc, on espère qu'on pourra avoir un arbitrage en notre faveur qui puisse augmenter tout au moins et une partie conséquente sur des priorités comme la gestion des déchets, comme la reforestation communautaire ou comme la gestion durable de certaines ressources, les ressources hydriques, etc. Donc, on mène ce plaidoyer auprès de notre collègue au niveau du ministère de la planification, du ministère des Finances et, bien entendu, et au niveau de la primature qui a déjà sensibilisé, puisque le Premier ministre l'a toujours dit dès le début que l'environnement est une priorité pour lui. Donc là, maintenant, on souhaite vivement qu'on va avoir un arbitrage en notre faveur, tout au moins sur ces 3 priorités qui sont de notre feuille de route pour pouvoir avancer. Mais on le sait aussi, par rapport à l'ampleur des défis, que le Trésor public ne pourra pas quand même tout couvrir. Donc, il faut diversifier. Yeah. Et là, c'est pour ça aussi qu'on a eu la table sectorielle avec les partenaires techniques et financiers. Avec la table sectorielle des partenaires techniques et financiers, l'idée, c'est d'avoir une meilleure coordination des actions qui sont implémentées. Donc, au lieu d'avoir... Donc, vous parlez d'efficience maintenant. Voilà. Donc, au lieu de la dépense publique, voilà. Donc, au lieu d'avoir des activités à être menées par-ci, par-là, et chacun de son coin, mais si on a une vision cohérente, on a un plan à suivre. Donc, le PNUD, l'AFAO, etc., qui interviennent chacun à leur niveau de domaines spécifiques. Mais si on a quelque chose qui est coordonné, qui est en synergie, on peut optimiser les résultats. Donc ça aussi, c'est pour moi une meilleure utilisation des ressources qui sont déjà disponibles. Donc ça, c'est une deuxième source de revenus qu'on a identifiée. Il y a une troisième source de revenus qu'on a identifiée, c'est les fonds multilatéraux qui existent déjà. On a le Fonds vert, on a le Fonds mondial pour l'environnement, on a le CBF, le Fonds sur la biodiversité. Il y a toute une pléthorique le Fonds sur les pertes et préjudices. Donc, il y a un ensemble de fonds multilatéraux qui existent déjà par rapport au changement climatique notamment. Maintenant, dans un premier temps à l'interne, c'est de renforcer la capacité du ministère de l'Environnement à accéder à ces fonds. Yeah. Donc là, c'est quelque chose qui nous fait défaut sur laquelle... Et cela, c'est quoi? Développer des propositions, identifier les mécanismes, dans là, quelle démarche? Voilà, là, c'est quelque chose qui nous fait défaut aujourd'hui au ministère. On a une faiblesse à ce niveau et on essaie de compenser. Comment? D'avoir une unité aujourd'hui où on arrive à attirer des talents externes qui puissent venir renforcer les compétences que nous avons déjà au ministère en termes, comme vous l'avez dit, d'identifier les ressources, d'identifier les opportunités, élaborer les projets pour pouvoir maintenant les soutenir et faire le suivi. Et faire il y a beaucoup de travail. Donc ça, on est en train de, on a déjà eu la réflexion. Maintenant, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut créer cette unité au niveau du ministère de l'Environnement. Mais ça, c'est quelque chose, et on peut dire qui va rester pour le ministère à moyen terme et autres. Maintenant, dans l'immédiat, et on a lancé, avec la table sectorielle, on en a profité pour lancer l'idée de la création d'un fonds multi-contributeur pour répondre aux situations d'urgence environnementale. Donc, et là, c'est d'avoir ce fonds multi-contributeur qui inclut l'État central, qui inclut les ministères sectoriels, qui inclut les collectivités, les partenaires du privé et les agences. Donc, c'est avoir ce fonds, je dirais, qui fonctionne à la manière d'un basket. Vous avez une nouvelle donnée qui est intéressante. Le secteur privé, vous devez en dire un peu plus. Il faut les impliquer dans le processus. Que doivent-ils faire exactement? Quelle est leur responsabilité? Il y a une responsabilité sociale d'abord, en termes dans la façon de produire, dans la façon de commercialiser. Donc ça, c'est un travail à faire en permanence à leur niveau. Mais aussi, ils peuvent contribuer financièrement aussi. Donc si on parvient vraiment à mettre sur place ce fonds multi-contributeur et avec la participation du privé, de l'État central, des collectivités et des agences, donc on peut avoir cette capitalisation pour répondre à certaines situations d'urgence. Donc là, on a lancé l'idée lors de la table sectorielle qu'on a eu récemment. Il y a certains partenaires qui se sont montrés très intéressés. Le PNUD d'ailleurs, la FAO, il y a l'UNEP, et avec qui on travaille sur les aspects techniques. Et là, on est en train de développer une première proposition
qui doit circuler au niveau de ces partenaires qui ont été identifiés potentiellement pour avoir une validation. Donc là, on se donne 60 jours et pour pouvoir avoir cette première proposition et avoir cette validation, on l'espère, avant la fin de l'année fiscale en cours. Donc, on espère avoir au moins un mécanisme qui soit identifié, on est d'accord dessus. Je suis certain que vous les aurez. Et après, aucun doute. Et après d'avoir cet arbitrage au plus haut niveau pour avoir tout ça. Donc, ça, c'est l'un des éléments qu'on a en termes de stratégie. Donc, à court terme, c'est à court terme quasiment. Si on arrive à avoir cette entente dans les 60 prochains jours qui arrivent, donc on peut avoir ce début de capitalisation pour les situations d'urgence. Après, à moyen terme, je dirais, c'est de profiter, par exemple, d'un instrument comme le crédit carbone, avec l'article 6 de l'accord de Paris. Donc, ça permet aussi aujourd'hui d'avoir des coopérations pays à pays, coopérations pays et entreprises qui permettent de profiter de ces actions d'atténuation pour pouvoir justement dégager des compensations financières, je dirais, des revenus alternatifs par rapport à ce niveau. Donc, heureusement, et je suis sensibilisé par cela, puisque la dernière fonction que j'ai occupée avant de devenir ministre de l'Environnement, c'est justement de mettre en place ce bureau qu'on appelle l'autorité nationale désignée pour le crédit carbone. Donc là, on veut vraiment rendre tout ça opérationnel, c'est-à-dire... Donc le ministère va en coupe avec vous, ça, il n'y a aucun doute. Donc là, ça, on se donne ça vraiment comme objectif clair dans le mandat que nous avons par rapport au temps que nous avons devant nous pour vraiment mettre en place ce bureau, le rendre effectif. Le rendre effectif veut dire quoi? D'avoir les procédures nationales qui sont clairement élaborées pour savoir quel type de projet qui sont susceptibles d'être certifiés et comment on certifie, quel type de crédit qu'on donne et comment on s'apporte, comment ça est articulé avec notre contribution déterminée au niveau national par rapport aux activités aux actions d'atténuation, comment on avance avec le système de MRV national pour mesurer, rapporter, vérifier les inventaires de gaz à effet de serre, parce qu'il faut des données fiables pour pouvoir justement les valider, obtenir les crédits. Donc, heureusement, c'est pourquoi je disais, comme au début, il y a des progrès qui sont faits. On a déjà en cours et on est sur le point d'avoir, pour cette année, le système MRV national, qui est un projet qui est financé par le Fonds mondial sur l'environnement, je crois aussi avec l'appui du PNUD en Haïti, pour mettre en œuvre ce système et pour avoir les données fiables sur les inventaires et pour mesurer, rapporter et vérifier le MRV. Donc ça aussi, on doit avoir cette continuité. Donc avoir ce registre national pour les crédits carbone, pour les projets qui sont certifiables, avoir les procédures nationales, etc. Donc là, c'est la première étape, rendre opérationnel ce bureau totalement. On a déjà un point focal qui a été désigné et qui travaille. On a des experts qui sont déjà mobilisés et là, on espère avoir les premiers drafts pour les 6 prochains mois en termes d'élaboration de toutes ces procédures et dont on parle là maintenant. Donc ça, c'est la dernière étape, je dirais, et en termes de mobilisation de revenus à moyen terme pour pouvoir pour le secteur alors à ce niveau. Donc si on récapitule, donc on a le trésor public, ce qu'on doit compter. Non, je vois que vous avez les idées très claires. À court terme. Et on a le fonds multicontributeur qui est aussi à court terme. À court terme et à moyen terme, ça va dépendre. Les fonds multilatéraux, de la façon on peut s'organiser pour mieux y accéder et comment mettre en synergie les partenaires qui ont déjà des ressources à leur disposition, qui interviennent déjà sur le terrain pour avoir des actions mieux coordonnées et plus impactantes. Je vais me permettre 2 dernières questions, mais là, celle que je vais vous poser maintenant, je vais fusionner 2 éléments. Nous nous approchons d'un processus électoral qui est en train de se définir. Est-ce que vous pensez que les couleurs politiques qui vont présenter leur vision du pays et leurs propositions doivent avoir un volet environnemental et que ce soit... Absolument. Et je sais que vous allez me répondre ça, mais je voudrais que vous en disiez un peu plus. Est-ce qu'on est crédible si on n'a pas un volet environnemental lorsqu'on a une proposition de programme pays? Et qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse qui aussi va venir massivement dans ce processus électoral, une jeunesse qui n'a pas voté depuis longtemps, qui découvre qu'est-ce que c'est de participer dans un débat national d'un pays que l'on veut, d'un débat sur lequel on débat, et qui se transmet à travers une décision, à travers un vote, qui réclame aussi de ces leaders qui vont se présenter pour vouloir conduire le pays
aussi une responsabilité sur la protection de l'environnement. Et là, c'est une question à deux volets. Et sur la première partie, je réponds ainsi. Absolument, il faut intégrer l'environnement dans toutes les politiques publiques, dans tout ce qui va être débattu lors des élections, lors de la campagne électorale à venir. Est-ce que le ministère va donner des données de base pour alimenter? On va jouer notre rôle à ce niveau. On va jouer notre rôle à ce niveau, permettre en sorte d'avoir des tables sectorielles avec les partis politiques, avec les acteurs politiques pour leur faire comprendre les enjeux, le contexte environnemental, le contexte climatique et l'impact que ça peut avoir en termes de géopolitique et de revenus aussi, de comment. Donc, de notre côté, on va faire ce travail de plaidoyer auprès des acteurs politiques et auprès de tous les secteurs pour leur faire comprendre de cette nécessité d'intégrer définitivement et les aspects, et d'avoir une politique nationale environnementale qui soit intégrée dans ce qu'ils vont proposer et aux électeurs. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Dans la deuxième partie, je dis aussi à la jeunesse, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas voté, et dans un processus démocratique, les élections sont capitales. Sont capitales pour déterminer les dirigeants futurs, sont capitales pour déterminer quel type d'avenir qu'on veut avoir, où est-ce qu'on veut aller. Donc là, moi, je leur dis d'aller, de se mobiliser. De se mobiliser, c'est un acte citoyen, c'est un acte responsable. Et dans la situation qu'on est aujourd'hui, et par rapport à tous les enjeux, tous les problèmes qu'on connaît, les élections sont capitales pour le pays. Il faut y aller. Maintenant, faire des choix lucides, faire des choix et cohérents, faire des choix responsables et voter pour des organisations, des partis politiques, des candidats qui sauront vraiment et apporter des réponses concrètes, pas cosmétiques, mais des réponses concrètes et durables par rapport aux problèmes qui sont les leurs et en termes prioritaires. Mais je veux dire déjà, et le plus important, c'est de participer au processus. Il faut se mobiliser massivement pour avoir des élections crédibles, pour avoir aussi des candidats qui seront élus et qui auront une légitimité populaire. Parce que par rapport à l'ampleur des défis qui nous attendent, il nous faut des candidats, des élus légitimes qui ont été portés massivement, qui ont été soutenus de manière, je dirais, très significative. Et là aussi, c'est le rôle de la jeunesse à se mobiliser en ce sens, à avoir cet impact. Donc l'avenir, on le dit, la jeunesse c'est l'avenir, mais justement, les élections qui vont venir, c'est le pari à faire par la jeunesse d'Haïti. Totalement d'accord. Permettez-moi une dernière question. Et vous me l'avez dit en début de conversation, avant qu'on commence à filmer. Vous êtes en train de planter certaines graines pour inverser la courbe. Où est-ce que vous projetez par rapport à ces graines que vous êtes en train de planter d'ici 10 ans dans le domaine environnemental? Moi, je n'ai qu'un seul souhait, c'est de voir qu'il y a de la continuité dans l'État. Donc c'est pour ça aussi que je reviens à la question précédente, faire en sorte que dans les politiques publiques, l'environnement occupe une place centrale, une place de choix, que ça ne soit pas seulement de vœux pieux, qu'on continue à avoir ces débats dans les médias, qu'on continue à avoir ces débats dans les espaces publics, que ça se traduise définitivement dans les politiques publiques, dans le budget national. Donc qu'on ait des collectivités territoriales qui puissent vraiment être en mesure de s'attaquer à ces problèmes environnementaux. Donc moi, c'était tout le souhait que j'ai et j'espère que je pourrai, durant mon passage, apporter cette contribution à semer les graines. Donc maintenant, après, et avec les élections qui doivent arriver, qui vont arriver, j'espère qu'on aura des candidats qui seront élus pour aller dans cette ligne. On n'a qu'un doute en ce qui concerne votre passage que vous porterez les fruits que vous proposez. Je l'espère. Et cette association entre le développement ne peut pas aller de l'avant sans avoir la variable environnementale et un thème fondamental. Donc je vous remercie de nous avoir rappelé, sensibilisé notre public sur cette dynamique. Merci Monsieur le Ministre et peut-être à la prochaine. Merci, à très bientôt. Merci Monsieur le Ministre. Je veux commencer par dire quelque chose qui peut peut-être sembler paradoxal. Ce soir, nous avons parlé d'arbres qui disparaissent, de ravines qui débordent, de sols qui s'effondrent, d'un pays classé parmi les plus vulnérables au monde aux risques climatiques. C'est en effet une réalité sombre. Et pourtant, j'en sors avec quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Pas de l'optimisme naïf. Quelque chose peut-être de plus solide. Parce qu'il y a une différence entre un problème nommé et un problème ignoré. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu un ministre de l'Environnement haïtien parler non pas de l'urgence,
tout le monde connaît l'urgence, mais d'un plan, des chiffres, des délais. 120 agents déployés dans les communes, 500 hectares reboisés, 10 000 emplois verts, un programme d'assainissement lancé, un cadre de crédit carbone en construction. Est-ce que c'est suffisant face à l'ampleur du problème? Peut-être non. Est-ce que c'est réaliste dans le contexte haïtien actuel? C'est la bonne question. Et la réponse honnête, c'est ça dépend. Ça dépend des ressources mobilisées. Ça dépend de la continuité politique après les élections. Ça dépend de la capacité des institutions à tenir leurs engagements. Ça dépend surtout de la décision collective d'un pays de traiter l'environnement non pas comme un luxe, mais comme ce qu'il est réellement, la condition de tout le reste. Parce que voilà ce que cette conversation a mis en lumière. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire si les sols continuent de s'éroder. On ne peut pas parler de développement économique si chaque cyclone efface des années d'investissement. On ne peut pas parler d'élections crédibles dans des zones régulièrement inondées parce que personne n'a protégé les bassins versants. L'environnement n'est pas un secteur parmi d'autres. C'est l'infrastructure invisible sur laquelle tout le reste repose. Et cette jeunesse haïtienne dont on parle dans chaque épisode de We Haïti Capable, cette jeunesse abondante, créative, qui veut construire, elle mérite un pays où les mornes tiennent debout, où l'eau coule dans les rivières, où les arbres protègent les communautés. Elle mérite un Haïti vert, pas dans 50 ans, mais maintenant. Cela, je le dis aussi, progressivement. 1 hectare à la fois, un agent environnemental à la fois, une ravine assainie à la fois. We Haïti Capable. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Haïti Capable.